Good afternoon, and it is my pleasure to moderate this session, the last session of the day, which will be dedicated to European security, and in particular on the EU strategic. Merci de pouvoir animer cette dernière session consacrée à la boussole stratégique au concept de l'OTAN et au concept de l'OTAN. Quel est l'avenir de la politique de sécurité européenne? Je voulais tout d'abord montrer la vidéo de Monsieur Clément Beaune en guise d'introduction. La souveraineté européenne. Wirtschaft. Nous sommes d'accord, l'Europe est face à de nombreux défis. Pour obtenir des résultats, il est essentiel de communiquer ouvertement et d'être à l'écoute. Pour cela, nous avons créé une plattforme, le dialogue franco-allemand. Diese Gesprächsreihe flankiert die Vorhaben des Vertrags von Aachen und soll den Zusammenhalt stärken. Das ist uns wichtig, denn wir an der Heldi School setzen uns ein für Multilateralismus und Kooperation. Ce qui fait la force et la spécificité de la relation franco-allemande, c'est le fait qu'elle repose sur un dialogue quotidien qui porte sur tous les sujets. Der souveräne Nationalstaat darf nicht verschwinden, aber wir dürfen Europa auch nicht verschwinden lassen. Gemeinsam müssen wir die Probleme lösen, nicht durch eine Abschottung von Europa und von der offenen Gesellschaft. Die deutsch-französischen Zukunftsgespräche sind eine Eventreihe mit 3 Formaten. Beim Sicherheitsforum geht es um Kooperation in der Außen- und Sicherheitspolitik. Bei Wissenschaft trifft Politik schaffen wir Synergien und verknüpfen Wissen. Und die 2-tägigen Pariser Platzgespräche bieten den Rahmen für intensiven inhaltlichen Austausch. Auch mit Ihnen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Madame la ministre, chère Anna Luhrmann, Madame la présidente, chère Cornelia Wall, Monsieur le professeur, cher Christian Lequen, je suis très heureux de m'adresser à vous, même par vidéo interposée, pour cet événement important que vous organisez, qui est prévu par le Centre Jacques Delors de la RT School et Sciences Po. Je veux d'abord rendre hommage à celui qui a inspiré beaucoup de nos réflexions aujourd'hui, Henrik Enderlein. Nous avons aussi créé un prix qui est à sa mémoire et qui récompense, avec le ministère des Affaires étrangères, chère Anna Luhrmann, un chercheur, une chercheuse, 2 lauréats ont été désignés cette année, qui s'engagent dans le débat public en même temps qu'ils continuent à mener des recherches de fond qui éclairent notre engagement et nos idées. Votre colloque sur la souveraineté européenne est essentiel. C'est une notion qui, il y a quelques années encore, était rare dans le débat. Elle a beaucoup été défendue du côté français par le président de la République, Emmanuel Macron. J'ai essayé de la porter également depuis un peu plus de 5 ans et aujourd'hui dans mes fonctions de ministre, parce que je pense que nous avons besoin d'interroger cette idée de souveraineté dans son sens peut-être le plus simple, celle d'une capacité d'action, d'une capacité à défendre ses valeurs et ses intérêts comme communauté politique dans le monde. Les perspectives franco-allemandes sur cette notion nous enrichissent, car nous n'avons pas le même rapport à la puissance par notre histoire, notre géographie, notre culture politique. Nous n'avons pas le même rapport à l'Europe et à sa construction. Nous n'avons pas le même rapport, au fond, à cette notion même de souveraineté, à ces concepts philosophiques, mais nous avons à faire face aux mêmes défis. Et ce que nous voyons, c'est ce qui a présidé à cette notion de souveraineté européenne, c'est que sur aucun des grands défis que nos citoyens nous pressent d'affronter, la question du climat, la transition énergétique et écologique, la question de la régulation du monde numérique, notre sécurité, notre défense commune, la question de la production alimentaire aujourd'hui, les questions migratoires par exemple, sur tous ces défis qui sont en partie extérieurs à l'Europe et nécessitent d'agir ensemble, nous n'avons d'autre choix que de réinventer nos modes d'action et d'agir au moins en partie collectivement, y compris sur des questions sur lesquelles nous n'avions pas imaginé le devoir agir ensemble, en France et en Allemagne ou au niveau européen. Je pense bien sûr à la crise de la Covid, à cette crise sanitaire qui nous a frappés quand nous avons acheté ensemble nos vaccins. C'était une innovation, une forme de souveraineté européenne appliquée que nous avons bâtie en quelques semaines seulement. Nous avons besoin maintenant de creuser cette notion. Elle suscite beaucoup de questions, parfois d'ironie, parfois de critiques ou de simples questionnements sur ce qu'est la souveraineté appliquée à un ensemble politique comme l'Europe, qui ne repose pas sur un seul peuple, sur une seule nation, sur un seul pays. Avec la confrontation d'idées
fructueuse entre la France et l'Allemagne, nous avons l'occasion d'enrichir cette réflexion parce que notre rapport à l'État n'est pas le même. Nos modes d'organisation politique sont différents et nous avons besoin de cette perspective commune. Nous avons besoin, au moment où la guerre est de nouveau sur notre continent, de réinterroger l'ensemble de ces notions. Nous avons, avec le traité d'Aix-la-Chapelle, voulu enrichir par des coopérations universitaires, des coopérations économiques, des coopérations transfrontalières, notre lien franco-allemand. Alors, je sais que ce colloque contribuera à l'ensemble de ces réflexions, de ces débats, que nous en sortirons plus éclairés, plus intelligents, parce que les regards croisés sont toujours utiles et fertiles. Je vous remercie de l'avoir organisé. Je veux rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui l'ont permis, qui vont y contribuer encore et le faire vivre ensuite. Je veux rendre à nouveau hommage à l'esprit d'Henrik Enderlein, qui nous éclaire comme Européens, comme citoyens d'Europe, comme l'Allemand amoureux de la France et engagé dans ce projet. Nous en sommes aujourd'hui les héritiers, nous en serons dignes et je sais que vos travaux aujourd'hui y participent très largement. Merci beaucoup. Well, very good. So we have heard a few introductory remarks. Alors, nous avons entendu une introduction du ministre Beaune sur le sujet de la souveraineté stratégique et le rôle de la France et de l'Allemagne. En ce qui concerne la construction de cette autonomie franco-allemande et européenne, nous allons nous pencher sur le sujet de l'autonomie, cette indépendance stratégique, c'est-à-dire nous allons parler du secteur de la défense et de la sécurité. C'est un sujet auquel nous devons nous intéresser et la France et l'Allemagne devront œuvrer ensemble à façonner la politique de défense et de stratégie. Il y a un document de l'OTAN qui vient d'être publié à ce sujet. C'est un document qui, en quelque sorte, n'est plus actuel. Il ne s'attaque pas aux problèmes auxquels l'Europe se voit confrontée, c'est-à-dire la crise sécuritaire qui a été déclenchée par l'agression russe en Ukraine. Nous constatons que nous devons intervenir concrètement. C'est un conflit qui se déroule juste aux frontières de l'Europe, de l'Union européenne. Il y aura bientôt un sommet de l'OTAN où sera adopté un nouveau document stratégique et nous devons réfléchir à la nouvelle architecture de sécurité européenne et à la sécurité au sein à la coopération transatlantique. Nous avons parmi nous Madame Serap Güler, députée du Bundestag et membre de la Commission de la Défense, Wolfgang Ischinger, professeur senior auprès de la RT School, ainsi que Marie Mandras, professeure à la Sciences Po. Je vous souhaite la bienvenue. Commençons par une petite introduction. Je vais maintenant prier tous les panélistes où je vous rends attentif sur le fait qu'il y a un chat où vous pouvez écrire vos questions. Nous y voyons déjà quelques remarques. Quelques remarques ont été écrites dans ce chat. Et avant de commencer, je voudrais prier les panélistes de nous décrire la perception de la sécurité, la perception publique de la sécurité dans leurs pays respectifs. Comment la guerre russe en Ukraine a influencé la situation ou la perception dans les différents pays. Regardons donc la situation dans les pays respectifs. Serap Güler, est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose à ce propos en vous limitant à 3 ou 5 minutes au maximum? Serap Güler, vous avez la parole. Was hat sich auf nationaler Ebene, das heißt ganz konkret in Deutschland, geändert? Der 24. Februar. Le 24 février était, comme le chancelier Olaf Scholz a dit, un moment qui a marqué un tournant historique pour notre continent. L'Allemagne
était trop sûre de la sécurité, contrairement à nos États voisins en Europe de l'Est. Ces pays-là n'avaient jamais ce même sentiment de sécurité que nous. Et cela a engendré des changements. Et je pense que l'exemple le plus clair qui a eu un changement de paradigme et ce budget supplémentaire, ce budget spécial de 100 milliards d'euros pour la Bundeswehr. Je ne sais pas comment, je ne saurais pas comment nous aurons pu décider de cela il y a 6 mois encore. Je ne pense pas qu'on aurait eu une majorité pour pouvoir adopter ce fonds spécial destiné à la Bundeswehr. Donc ça, cet événement marque un tournant en matière de politique de sécurité. Ce fonds est donc destiné à la Bundeswehr et cela démontre à quel point l'architecture de sécurité est déficitaire. Donc, nous ne pourrons pas vivre le concept ou la perception qui existait auparavant était que nous n'avons pas besoin de Bundeswehr forte parce que nous ne serons plus confrontés à des guerres. Maintenant, cette décision de doter la Bundeswehr d'un fonds spécial était une décision qui a causé, qui n'a pas posé beaucoup de controverses. Je pense que si cette décision aurait été prise il y a 1 an ou 6 mois, cela aurait été beaucoup plus compliqué. Dans les dernières années, nous avons eu beaucoup de discussions sur l'augmentation du budget destiné à l'armée et maintenant, cela n'était pas du tout le cas. Donc, ce fonds spécial de 100 milliards pour la Bundeswehr est un signal fort qui démontre à quel point il y a vraiment un changement de mentalité. Merci beaucoup pour ces premiers commentaires. Il s'agissait bien évidemment d'une décision historique prise par le gouvernement allemand et certains pays européens regardent cette décision avec un grand intérêt de voir quelle est la manière dont cela est mis en œuvre et dont cela est appliqué, ce que cela signifiera pour la sécurité européenne de manière générale. Je me tourne désormais vers Wolfgang Ischinger pour entendre son point de vue sur le changement de la politique sécuritaire allemande. Merci beaucoup, Nicoletta. C'est véritablement un privilège de participer à cet échange avec les autres intervenants. Pour commencer, j'aimerais vous dire que je n'ai rien à corriger ou à critiquer par rapport à ce que Sarah Kühler vient de dire. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit, je suis d'accord avec sa présentation et son analyse. Mais faisons un pas en arrière pour ajouter quelques aspects. Tout d'abord, afin de comprendre ce qui s'est passé en Allemagne, il faut comprendre que quand l'Allemagne s'est réunifiée le 3 octobre 1990, les Allemands qui vivaient dans un pays qui était contre le statu quo de l'ordre sécurité européen. Puisque nous étions divisés, nous souhaitions dépasser cette division. Donc, le 3 octobre 1990, on voit que l'Allemagne est passée d'un pays anti-statu quo à un pays qui soutenait de tout son cœur le statu quo. De telle sorte qu'à l'heure actuelle, quand en 2007, Poutine a tenu son discours célèbre, ou quand en 2008, la guerre avec la Géorgie a débuté, et même lorsqu'en 2014, la Crimée a été annexée, on s'est dit qu'on pourrait continuer à soutenir le statu quo. Donc, on voit qu'il a fallu un choc
énorme pour faire en sorte que l'opinion publique allemande et les décideurs politiques, comme Serap Güler vient de le souligner, pour justement nous réveiller, pour nous sortir de cette histoire d'amour avec le statu quo et pour qu'on se rende compte que la situation à l'extérieur de l'Allemagne évoluait à une vitesse extrêmement grande, de telle sorte qu'il était impossible pour nous de rattraper le train. Donc, ce fonds spécial a dû être décidé et approuvé par le Bundestag pour que l'on puisse réparer nos forces de défense, pour renforcer également nos capacités qui avaient été négligées pendant plus de 2 décennies. Voilà, il s'agissait du premier point que je souhaitais souligner. Deuxième point, maintenant que nous sommes réveillés, que nous sommes sortis de ce sommeil et de cette histoire d'amour avec le statu quo, nous nous trouvons toujours dans un processus où la majorité de mes compatriotes et un grand nombre d'autres Européens ne se sont pas encore rendus compte que ce tournant est d'une grande ampleur par rapport à la sécurité en Europe de l'Est. Donc, il s'agit là véritablement d'un changement d'époque. La conférence de la sécurité de Munich a publié en octobre 2020, il y a 2 ans, une étude intitulée « Le tournant ». Et je suis fière du fait qu'Olaf Scholz ait repris ce terme pour décrire la nécessité de réagir face à l'invasion de l'Ukraine. Donc, le deuxième point que j'aimerais faire, donc, afin de répondre à votre question, Nicoletta, donc, comment est-ce que le choc de cette guerre d'agression menée par la Russie en Ukraine, comment est-ce que cette guerre a touché notre pays et notre politique sécuritaire? Donc, la conférence de sécurité de Munich a publié une nouvelle étude tournant pour le G7. Nous avons mené des sondages auprès des nations du G7 et il est intéressant de noter que tous ces pays considèrent bien évidemment que l'invasion de l'Ukraine constitue un tournant dans nos politiques. Donc, au Canada, 60% de la population est d'accord avec cette affirmation. Au Royaume-Uni, 62%, en France, 64% et en Allemagne, 70%. Donc, cela signifie que pour les Allemands, ce tournant, ce choc est compris de manière encore plus dramatique et traumatique que dans les autres pays partenaires. Et cela rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à notre satisfaction avec le statu quo. On se disait, voilà, on est entouré d'amis depuis la réunification, même nos anciens ennemis, la Pologne, etc., sont désormais des pays membres de l'Union européenne. Donc, pourquoi aurions-nous besoin d'une armée? Cela signifie que l'impact de la guerre en Ukraine, et c'est ce que je souhaite dire, l'impact de cette guerre a été plus important en Allemagne qu'ailleurs. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir quel est le degré de durabilité des décisions. Donc, est-ce qu'on est prêt pour le long terme ou est-ce qu'il s'agit là d'une réaction rapide, une sorte de réflexe face à l'agression russe? Mais j'espère grandement que dans le cadre de notre coopération avec nos partenaires, notamment avec la France et avec les autres pays de l'Union européenne et de l'OTAN, nous puissions transformer cela en des efforts sur la durée afin de faire en sorte que l'Union européenne soit capable d'exercer, comme Emmanuel Macron le dit, d'exercer sa souveraineté, son autonomie que l'on mérite, et soit capable de protéger nos nations et nos frontières de manière efficace, étant donné que des pays tels que la Russie ont décidé d'ignorer les principes du droit international de manière extrêmement brutale. Merci beaucoup.
Merci Wolfgang. Je crois que vous avez présenté des éléments très importants, le traumatisme qui se trouve derrière le changement allemand en termes de politique de sécurité et de défense, mais également la question de la durabilité des changements que l'on constate en Allemagne et dans d'autres pays de l'Union européenne. Je me tourne désormais vers Marie Mendras. Donc, Marie, que se passe-t-il en France? Est-ce que ces changements de perception ont également touché les débats, les discussions autour des dernières élections, des élections récentes en France? Merci Nicoletta et merci au Centre Jacques Delors, à l'Artist School et à Sciences Po. Je pense qu'il s'agit là d'une discussion très importante et j'espère qu'il ne s'agit pas là de notre dernière opportunité d'échanger ensemble. Brièvement, donc, par rapport à la France, Emmanuel Macron l'a dit de manière extrêmement claire, nous n'avions pas réalisé à quel point la paix était fragile. Et il me semble que cette réaction est partagée par l'ensemble des gouvernements européens et je dirais par l'ensemble des armées nationales européennes, à l'exception des pays baltiques, de la Pologne et quelques autres pays qui ont toujours su que non, ce n'était pas le cas. Donc le choc a été effectivement immense puisque nos élites politiques sont des élites industrielles, des groupes de lobbying qui ne souhaitaient pas prendre au sérieux la menace que constituait Poutine. Donc, il s'agit bien plus d'une menace qui émerge de Poutine, bien plus que de la Russie en elle-même. Nous nous trouvons au beau milieu d'une tempête, donc l'ensemble de l'Europe et avec nos alliés atlantiques, puisque l'ensemble de nos représentations et donc l'ensemble de nos pratiques en matière de sécurité ont explosé. Elles ne fonctionnaient pas. Nous, chercheurs, universitaires, analystes, nous cherchions à mettre en garde. Nous disions que, voilà, on pensait toujours que la situation ne changerait pas. Mais il ne s'agit pas de la première guerre poutinienne. Il y a déjà eu d'autres guerres déclenchées par Poutine. Donc, on se trouve au beau milieu d'une tempête qui concerne l'ensemble de l'Europe. Et la bonne nouvelle, c'est que nous réagissons ensemble et de manière commune. Il s'agit là d'une évolution extrêmement positive et cela n'avait pas été anticipé par le Kremlin, puisque dans une dictature, les personnes ne réfléchissent pas, ils n'écoutent pas les analyses critiques, ils font de grandes erreurs. Poutine et ses bras droits ont fait de grandes erreurs et nous le verrons sur le long terme. Il me semble que dans le cas de la France, je suis moins naïve peut-être que certains de mes amis français par rapport au fait qu'on va réussir à gérer cette nouvelle situation politique avec la nouvelle Assemblée nationale. 89 députés du Rassemblement national, donc Rassemblement national qui en vrai est le Front national du passé. Il s'agit d'un nombre incroyable et je souhaite souligner qu'en avril, 55% des Français qui sont allés voter ont donné leur voix à une femme politique qui a des représentants politiques proches de Poutine ou en tout cas qui sont peu critiques de la politique de Poutine, et ce, des deux côtés de l'échiquier politique. Il s'agit désormais de réunir les différentes politiques et de réussir à mobiliser la population. La population française, dans sa majorité, soutient les Ukrainiens et contre la guerre et contre la dictature, mais je ne suis pas sûre qu'Emmanuel Macron soit capable
de développer une nouvelle stratégie en matière de sécurité pour la France et pour l'Union européenne et pour l'OTAN en raison des contraintes qui existent au sein de l'élite politique. J'ai bien peur qu'au-delà de l'urgence liée à la guerre, l'euroscepticisme, les positions anti-américaines, les positions anti-OTAN demeurent très fortes. Je pense que j'aimerais ouvrir la discussion que nous allons avoir au cours des minutes à venir par rapport à la question de la souveraineté et de la sécurité en disant que la question de la souveraineté est une question dépassée. On est déjà au-delà de cette question en raison de la guerre et cela va rester comme ça. Toutes les questions autour de la question européenne sont dépassées. La question clé à l'heure actuelle, c'est la sécurité de l'Europe et de l'ensemble des peuples et des nations, des institutions, de l'économie sur le continent et au-delà du continent européen. Donc, l'ensemble de ces institutions qui sont menacées par cette guerre terrible. La question qui se pose donc, c'est de savoir comment est-ce que l'on définit la sécurité. Nous avons besoin de nouvelles définitions du concept de sécurité. Nous avons également besoin de nouvelles politiques et j'espère qu'on pourra y revenir plus tard. Merci Marie pour avoir présenté ou réintroduit le point focal de nos conversations. Vous avez parlé notamment de la question de faire en sorte que l'opinion publique et le paysage politique se mobilisent afin de mettre en œuvre des changements en termes de politique de sécurité. C'est effectivement ce qui nous préoccupe. Quel peut être le rôle de la France dans le cadre d'une telle situation, dans le cadre du processus d'intégration et notamment dans le domaine de la sécurité et de la défense? J'ai encore une deuxième question à vous adresser avant de répondre aux questions de l'auditoire. Comment voyez-vous le progrès sur le plan de la politique de sécurité et de défense européenne? Où sont les possibilités de coopération entre l'UE et l'OTAN? Et qu'en est-il du pilier européen au sein de la coopération transatlantique? Peut-être Cédric Güler pourrait nous donner quelques éléments de réponse. Oui, malheureusement, ma connexion n'est pas très bonne, mais je vais tenter de répondre à vos questions. Je voudrais souligner ce que dit Monsieur Ischinger. Nous vivons dans une époque de changement épocal et changement d'époque, et je pense que c'est quelque chose dont les responsables politiques se rendent compte, mais aussi dont l'OTAN se rend compte. La souveraineté européenne évoquée est quelque chose qui n'était pas seulement nécessaire pendant la crise du Covid, mais aussi en matière de politique de défense. Tout d'abord, maintenant, ou plus tard depuis le 24 février, nous devons comprendre ensemble, conjointement, que cette guerre nous démontre que notre sécurité n'est pas quelque chose que nous pouvons confier uniquement aux États-Unis, ce qui était la pratique commune depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous nous sommes toujours tournés vers les relations transatlantiques, mais maintenant, nous devons nous charger nous-mêmes de notre propre sécurité, c'est-à-dire, cela ne veut pas dire que nous devons nous détourner de l'OTAN, mais plutôt de consolider le pilier européen de l'OTAN. Et cela ne marchera seulement si
nous remodelons les structures au sein de l'OTAN, mais aussi au sein de l'Union européenne. L'Europe doit être en mesure de se charger de sa propre sécurité. Voilà l'objectif que nous devons nous fixer. Et cela doit être aussi fait de concert avec nos partenaires américains, parce que sinon, nous ne serons pas en mesure de nous défendre. Si nous regardons les évolutions au sein de l'OTAN et l'élargissement de l'OTAN avec la Suède et la Finlande qui souhaitent adhérer à cette alliance, cela ne constitue pas seulement un renforcement de l'OTAN, mais cela signifie aussi que le nord de l'Europe est aussi plus sécurisé. Nous devons investir davantage dans ce partenariat transatlantique. Et c'est l'élément clé est justement de renforcer ce pilier européen. La guerre en Ukraine a démontré que les pays membres sont les acteurs clés en matière de défense. Et là, on a vu que certains pays membres sont plus fiables que, par exemple, l'Allemagne. C'est quelque chose dont nous sommes très conscients. Nous devons agir de concert. Et je voudrais vous donner un exemple. Nous avons environ 160 différents systèmes d'armes sur notre continent. Et si nous comparons cette situation aux États-Unis, qui en ont 30 ou 35 systèmes, cela démontre à quel point une architecture de sécurité commune doit se doter de systèmes communs, de systèmes d'armement ou de défense communs. Ce sujet suscite de nombreuses discussions et je pense que nous devons agir ensemble. Et si les entreprises ne parviennent pas à trouver des accords, cela peut compliquer les choses. Je pense qu'il y a de nombreux autres exemples dont nous pourrons discuter dans un instant. Thank you so much, Serap. So I turn to Wolfgang. So Merci, Serap. Wolfgang, que pensez-vous? Est-ce que cette crise a permis à l'Europe et aux États-Unis de se rapprocher sur le plan de la défense et de la sécurité, ou est-ce que vous constatez qu'il y a des intérêts contraires qui pourraient avoir un effet néfaste sur les relations? Je pense que le président américain, donc Joe Biden, est un partenaire fiable. Si nous avions affaire à Donald Trump, j'aurais eu des nuits difficiles. Je n'aurais pas pu dormir en vue de cette crise sécuritaire à laquelle nous devons faire face. Je voudrais réagir à ce qu'a dit Serap Güler. Premièrement, nous pourrons protéger nos pays que si nous travaillons avec les États-Unis, donc avec le soutien des États-Unis. Le fait que les États-Unis soient toujours à nos côtés a été remis en question pendant les années sous Trump. Je pense que nous devons convaincre tous les Américains et les Américaines que le fait d'investir dans l'OTAN est quelque chose qui est aussi bénéfique aux Américains. Nous ne devons pas seulement rejoindre les actions des autres, mais plutôt prendre en main nos propres problèmes.
Et je pense que dans cet esprit, le fait que la Bundeswehr se voit dotée d'un budget spécial est une bonne chose. Nous ne tentons pas, et je sais que c'est difficile et parfois douloureux, de ne, de ne pas se de ne pas surmonter le droit de veto au sein de l'UE. Nous ne serons jamais pris au sérieux. Les processus au sein de l'Union européenne doivent être adaptés dans un monde qui devient de plus en plus dangereux. Et Serap a mentionné, a évoqué un quatrième aspect. Si l'Union européenne a fait quelque chose qui a changé notre situation en matière budgétaire et sécuritaire, force est de constater que pas chaque pays ne devrait pas se acheter 30 ou 35 différents systèmes, mais plutôt que l'Europe devrait acheter ensemble les équipements et aussi former, par exemple, les pilotes. C'est qu'ainsi que nous pourrons être plus efficaces et cela nous permettrait aussi d'augmenter notre budget et de renforcer notre capacité de réagir. Cela serait donc un avantage. Il faut que nous partagions les tâches et que nous nous mettions ensemble. Ce qui est nécessaire est un bon leadership. Sans Emmanuel Macron et Olaf Scholz, qui considèrent que c'est un sujet où ils doivent prendre le leadership, ces projets se verront toujours confrontés à des difficultés. Le président français et le chancelier fédéral ont donc décidé de mettre en œuvre des projets eux-mêmes. Merci beaucoup, Wolfgang. Marie, qu'en pensez-vous? Est-ce que cette crise a remis en cause le concept de la stratégie et de l'autonomie? Est-ce que cela est en lien avec cette mort cérébrale dont a parlé le président Macron? J'ai parlé d'une tempête, d'un désastre parfait où plusieurs éléments se confondent. Je suis d'accord avec M. Ischinger, je suis à 100% d'accord avec lui, que nous devons agir ensemble, mais nous devons aussi être en mesure de prévoir les conflits et les guerres, et nous devons être plus courageux et plus innovateurs. Vous avez mentionné le gouvernement de Donald Trump. C'était aussi un grand sujet qui nous a préoccupés tous. Mais un autre sujet est celui du Brexit qui a eu des répercussions graves sur l'Union européenne et sur l'autonomie de l'Union européenne. Mais aussi, cela a aussi eu des conséquences sur le projet européen et de son éventuel élargissement. Nous avons réalisé que les menaces sont réelles et c'est en quelque sorte une bonne chose. Des crises peuvent émerger dans tous les pays européens. Now, 3 points very quickly is I think the new concept of security. Nous devons donc œuvrer à l'amélioration de nos politiques
de sécurité et de défense. Nous avons besoin, non seulement, nous n'avons pas besoin d'être autonomes des États-Unis, par exemple. Ce dont nous avons besoin, c'est la sécurité. Nous devons être préparés et nous organiser vis-à-vis des menaces qui existent. Il y a des menaces telles que et le danger de la guerre d'agression en Ukraine, qui est un pays voisin d'un membre de l'Union européenne, mais il y a aussi d'autres défis tels que la crise climatique, le problème de la crise climatique et d'autres sujets. Nous avons besoin d'un nouveau concept de politique sécuritaire. Qu'est-ce qui cause le décès d'autant d'Ukrainiens et d'Ukrainiens? La Géorgie, la Moldavie, la Roumanie sont tous des pays qui sont aussi affectés par cette crise. Nous ne pouvons pas accepter un voisinage qui soit dominé par un régime non démocratique. Nous ne devons pas permettre à la Russie d'exercer une influence dans cette région, dans cette zone avoisinante à l'Europe. Mais la bonne nouvelle est que la Russie a perdu sa zone d'influence. La Moldavie et les autres pays que je viens de mentionner souhaitent tous adhérer à l'Union européenne. C'est quelque chose sur quoi nous devrons nous concentrer. Un autre aspect concerne le sentiment d'urgence. Qu'est-ce qui est le plus urgent? Quand j'écoute ce que disent mes collègues économistes, je constate que tous les sujets sont des sujets d'urgence, mais quelques sujets sont plus urgents que d'autres. La crise, la guerre en Ukraine et la crise dans les pays voisins sont plus urgents actuellement que le sujet de l'énergie ou du climat. Comment pouvons-nous être plus agiles? Nous avons besoin d'une stratégie en Europe et au niveau de l'OTAN avec des politiques à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est la seule manière dont nous pouvons parler d'une stratégie européenne de sécurité et de défense. Mon dernier point, en somme, si l'on regarde la fragilité de nos sociétés et de nos économies et notre dépendance énergétique, je pense qu'il est clair que nous nous trouvons dans une ère de politique européenne en matière de sécurité post-nationale. Donc, il s'agit de politique post-nationale. À partir de là, je pense qu'il s'agissait là véritablement de la goutte qui a fait déborder le vase des politiques souverainistes. On se rend compte que les politiques souverainistes ne peuvent pas être maintenues. Donc, cette idée que l'État national doit toujours dicter son mot. C'est pourquoi il me semble qu'il s'agit là, dans une certaine mesure, d'une bonne nouvelle. Merci Marie. J'aimerais prendre quelques questions qui ont été posées par l'intermédiaire du chat. N'hésitez pas de répondre à celles qui vous sont adressées ou les questions qui vous intéressent. Donc, tout d'abord, Thomas Schneider a posé une question. Que devraient être les principes directeurs de l'Union européenne sur le court terme et le moyen terme par rapport à la Russie et à son président? Donc, Marie, vous avez déjà évoqué cette question, mais peut-être que vous souhaitez compléter. Deuxième question, au-delà de la Russie, dans quelle mesure est-ce que la France et l'Allemagne pourraient mettre en œuvre une convergence stratégique vis-à-vis de grandes puissances telles que les États-Unis et la Chine? Donc, il s'agit là d'un participant anonyme. Une dernière question par rapport au Brexit qui s'adresse à Marie. Pierre Johnson dit que les Russes souhaitent déstabiliser
les démocraties occidentales. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Marie, je ne sais pas si vous souhaitez commencer et peut-être que vous pouvez être brève et concise si possible pour que l'on puisse finir à l'heure. Oui, Nicolata, je vais essayer d'être brève. Merci beaucoup pour ces questions. Si l'on parle du Brexit et de Trump, il me semble que Poutine a eu beaucoup de chance dès qu'il est arrivé au pouvoir en 1999, avec le 11 septembre et les présidents américains qui lui ont dit que voilà, qu'ils comprenaient enfin pourquoi est-ce que les Russes détruisaient la Tchétchénie, puisqu'ils luttaient contre les terroristes. Et la crise financière. De ce que je peux deviner, il me semble que les services de renseignement russes n'avaient aucun plan concernant la démocratie américaine, ou en tout cas, ils n'avaient pas prévu d'attaquer la démocratie britannique ou américaine. Ils ont toujours utilisé les faiblesses, les fragilités, mais cela a bien mieux marché que ce à quoi ils s'attendaient. Et le problème, c'est que cela leur a donné de grandes ambitions et leur a donné l'envie de continuer à faire la même chose avec d'autres pays. C'est sans doute ce qui explique pourquoi le cercle autour de Poutine ne disposait pas de bonnes informations par rapport à ce qui se passait véritablement dans nos pays. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de mener cette guerre. Ce qui est ironique ici, tragiquement, c'est que le Royaume-Uni joue un rôle fondamental dans la lutte contre la Russie et dans le soutien à l'Ukraine. Et il me semble que ces relations avec la politique européenne en matière de sécurité et de défense demeureront bonnes. Concernant ce que nous pouvons faire en termes de convergence numérique et de perception stratégique, je crois que tout ce qui a été dit cet après-midi par rapport à la relation particulière entre la France et l'Allemagne, ainsi que le rôle très particulier que les pays d'Europe de l'Est et les pays baltiques ont joué au tout début de la guerre et avant le début de la guerre, je pense que nous disposons là de toutes les cartes pour développer une Union européenne bien plus intelligente les nouveaux membres de l'Union européenne et les anciens États membres de l'Union européenne pourront coopérer. Et si je peux peut-être ajouter un élément, il vous reste encore une minute. Donc, tout à l'heure, quand nous avons parlé des questions économiques, il y a eu un moment où, voilà, où les sanctions ont été critiquées. Les sanctions, ça ne marche pas parce que les prix du pétrole augmentent, etc. D'après moi, les sanctions ont été un instrument extraordinaire depuis 2014, puisque leur but, ce n'est pas de changer immédiatement l'équilibre économique ou de geler le budget russe. Ce que font ces sanctions, c'est qu'elles s'attaquent aux élites russes, non seulement les élites au pouvoir, mais également les élites professionnelles, et les sanctions affaiblissent le système de Poutine. Et il s'agit là d'un aspect extrêmement important pour revenir à ma propre définition de la sécurité. Je pense qu'il s'agit là d'une définition extrêmement riche de la sécurité où les problèmes politiques au sein d'une dictature sont des éléments très importants et très intéressants. Wolfgang, est-ce que vous souhaitez choisir une ou deux questions?
Oui, je sais que le temps imparti s'écoule rapidement, donc je vais être extrêmement directe puisque nous n'avons qu'une minute ou deux pour apporter notre contribution. Il me semble que l'architecture de sécurité que nous avions décidée, et que nous pensions qu'elle était stable, mais elle a échoué. Nous avons créé une architecture européenne de sécurité où l'on trouvait des pays au beau milieu de cette architecture. Donc, par exemple, la Géorgie, l'Ukraine, la Moldavie. Et il s'agit précisément des pays qui, à l'heure actuelle, sont à l'origine de rivalité et de guerre. Donc voilà, il s'agit là de mon premier point. Notre architecture européenne de sécurité a échoué. Il faut la refonder. Deuxième point encore plus important, la défense a échoué également. Notre vue de la dissuasion, dont on s'est dit qu'on pouvait dissuader en punissant. On punit la Russie, donc je ne vais pas répéter ce que Marie vient de dire sur la question des sanctions. On essaie de punir la Russie et on essaye de les dissuader. Et on voit que jusqu'à présent, cela n'a pas du tout fonctionné. Ce qu'il nous faut faire à l'heure actuelle, c'est de faire preuve d'honnêteté et de se rendre compte que la dissuasion ne marchera que si nous passions d'une dissuasion par la punition en passant à la dissuasion par l'empêchement. Cela signifie empêcher Poutine de s'emparer d'autres pays, donc la Géorgie, la Moldavie, les États belges. Donc, pour ce faire, nous avons besoin d'efforts militaires très importants. Donc, il faut faire preuve ici d'honnêteté. On se rend compte que les notions que nous utilisons ne fonctionnent pas et qu'on est en train d'en payer le prix. Merci, Wolfgang, pour ces propos très directs et très concis. Je passe désormais la parole à Serap Güler pour les mots de la fin. Oui, alors je n'ai que quelques phrases à ajouter. Marie et Wolfgang ont d'ores et déjà abordé de nombreux points. Il me semble que nombre de notions ont déjà été citées. Quelles sont les nouvelles menaces? On a parlé de la migration, de la désinformation, du climat. Et il me semble que cela montre que cette guerre a plusieurs couches. On parle de guerre stratégique et cette guerre est effectivement composée de ces certains éléments. Donc, la dissuasion doit elle aussi être multiple. Nous avons beaucoup parlé de la question des sanctions et il me semble qu'à l'heure actuelle, on se rend compte en Allemagne que les sanctions ne touchent pas uniquement ceux contre lesquels elles sont décidées, mais qu'elles touchent également ceux qui les décident. Donc voilà, je pense qu'on a besoin d'avoir une dissuasion qui se joue à différents niveaux, étant donné que la guerre se joue également à différents niveaux. Et je pense qu'il est important d'unir ces forces et d'essayer d'avoir un discours commun et qu'on défende ces valeurs, non pas uniquement dans le cadre des discours politiques, mais également dans la pratique. Wolfgang Ischinger vient de parler de refus et d'empêchement, mais je pense qu'il faut faire preuve d'un esprit de décision et réagir de manière rapide. Je pense qu'on a réfléchi pendant bien trop longtemps aux sanctions qui ont été décidées par l'Union européenne. On les a annoncées bien trop tôt, de telle sorte que ceux qui devaient être touchés par les sanctions ont eu le temps de se préparer. Donc, je ne sais pas si ces sanctions fonctionnent véritablement. Et je pense qu'il aurait été important, si nous avions réagi de manière plus rapide, nous aurions pu avoir un impact plus grand. Et je pense que nos prochaines mesures doivent être véritablement plurielles. Voilà, c'est ce que je souhaite dire pour compléter ce qu'ont dit les orateurs précédents. Merci beaucoup, Serap. Je vois là nombre de convergences entre ces différents commentaires et remarques. Mais avant de terminer, j'ai une dernière question
questions et je vous demanderai d'y répondre en l'espace d'une minute. Nous aimerions savoir quelle est l'initiative centrale que la France et l'Allemagne peuvent proposer au sein de l'Europe afin de progresser concernant la politique européenne de sécurité et de défense. Très rapidement, Serap, est-ce que vous souhaitez commencer? Nous avons différents projets avec la France. J'ai déjà évoqué l'un de ces projets, donc qu'il s'agisse de FCAS ou du travail sur les systèmes communs. Donc, je ne peux que souligner ce que Wolfgang Ischinger vient de dire. Pour que cela fonctionne, nous avons besoin véritablement d'un leadership politique. Je ne veux pas ici critiquer les entrepreneurs, mais on ne peut pas confier cela aux entreprises du domaine de l'armement. On a véritablement besoin de décisions politiques pour montrer qu'il s'agit là d'un point extrêmement important. Il ne peut pas s'agir là uniquement de projets franco-allemands. Il faut également que d'autres pays y participent. L'Espagne participe également au projet FCAS. Mais voilà, je pense que pour que l'on puisse véritablement parler d'une politique européenne commune, il faut que d'autres pays y participent. Tout à fait d'accord. Wolfgang, je n'ai qu'un point très simple à ajouter à ce que Serap vient de dire. Il y a 2 ans, Emmanuel Macron a évoqué dans son discours, il me semble à l'école d'hier, d'une offre à l'égard de ses partenaires pour discuter des stratégies nucléaires. Il a répété cette proposition lorsqu'il a pris la parole quelques semaines après à la conférence sur la sécurité de Munich. Et il me semble que jusqu'à aujourd'hui, mon gouvernement n'a jamais réagi à cette proposition. Il nous faut réagir. Emmanuel Macron mérite une réponse. Et il s'agit là non pas d'une discussion publique, mais d'une discussion confidentielle sur la force nucléaire française et comment est-ce qu'elle peut renforcer l'Europe en général et l'OTAN en général. Et je crois que la dernière fois qu'on a abordé la question, c'était il y a plus de 50 ans et je pense qu'on peut véritablement faire mieux. Et étant donné la menace russe, une menace russe qui est entre autres une menace nucléaire, montre que cette question est véritablement une question urgente et je pense que nous devons apporter une réponse à la proposition de M. Macron et cette réponse devra être une réponse positive. Merci beaucoup, Wolfgang. Marie? Marie, on ne vous entend pas. Vous devez allumer votre micro. Non, on ne vous entend pas. D'accord. Vous m'entendez? D'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Serap et Wolfgang ont dit. Bien évidemment, les Français et les Allemands doivent faire beaucoup plus. Et ils doivent coopérer non seulement pour renforcer le couple franco-allemand, mais il faut aller plus loin. Je pense qu'on est déjà au-delà de ce couple. On a parlé de la question du fait que la sécurité ne se limite pas aux frontières de l'Union européenne, puisque l'Ukraine fait partie de la sécurité, donc de l'insécurité du continent dans son ensemble. Donc la sécurité, c'est à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, si on parle de l'Europe. Et c'est la même chose si l'on parle de l'OTAN. Je pense que je choisirais donc un projet qui propose un débat large et global de la question de la sécurité qui remplace les notions obsolètes d'autonomie stratégique, puisque la guerre a rendu ces concepts obsolètes, d'après moi. Et il me semble qu'il est important également d'essayer de dépasser ces lignes, de dépasser en fait les différentes positions et les malentendus entre l'Europe centrale et la vieille Europe. Je pense que le moment est venu de le faire et cela nous permettra d'être bien plus forts si nous pouvons
effectivement faire en sorte d'intégrer ces pays sur les questions de la sécurité pour aborder tous les aspects de la sécurité avec l'ensemble des États membres et des membres associés, qu'il s'agit de nouveaux membres, qu'il s'agisse de petits pays ou de grands pays, cela ne joue aucun rôle et ne devrait jouer aucun rôle. Merci beaucoup, Marie. Donc, nous avons dépassé le temps qui nous était imparti de quelques minutes, mais ce n'est pas grave puisque notre discussion a été très intense et très riche. Merci, Marie Mandras, Wolfgang Ischinger et Serap Güller. Désormais, nous allons entendre la conclusion proposée par la directrice de la Hertie School, Corinna Wolf, à qui je passe la parole. Merci beaucoup. Nous en venons à la conclusion de cet événement et je profite de cette occasion pour remercier toutes et tous qui ont contribué à cette discussion. Merci à tous qui ont contribué donc à cette discussion, particulièrement Clément Beaune, Franziska Bantner et Anna Lurman, tous les députés, tous les scientifiques, tous les chercheurs, tous les experts, ainsi que les auditeurs sur place et en ligne qui ont enrichi le débat grâce à leurs questions. Un échange franco-allemand avec une perspective Europe, voilà ce dont l'Europe a besoin. La coopération franco-allemande est essentielle à la politique européenne. Nous avons abordé ce sujet, nous l'avons constaté lors de nos discussions. Je me réjouis que dans l'esprit de Henrik Enderlein, nous avons pu aborder les sujets de fond pour analyser les défis qui sont les nôtres. Nos discussions sont sous l'égide spirituelle de Henrik Ederlein et c'est dans cet esprit que nous souhaitons contribuer à des réponses et discuter sur les sujets importants. Je me réjouis d'avoir entendu aujourd'hui de nombreuses propositions quant à la continuation de la coopération franco-allemande. C'est grâce à la coopération institutionnelle franco-allemande que nous avons pu avoir ce dialogue, à savoir grâce à la Sciences Po et à la Hertie School. Je remercie la Sciences Po pour l'excellente coopération. À Berlin, le Centre Jacques Delors a organisé cette manifestation, à savoir Madame Breuer. Ce dialogue a été possible grâce au soutien du ministère des Affaires étrangères allemand et nous vous remercions pour ce soutien. Et pour tous ceux qui sont ici présents aujourd'hui, je vous dis que nous allons maintenant avoir une petite réception et je me réjouis si vous pouviez nous trinquer ici au balcon et je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup.